Olivier Maillard, bonjour. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Vous êtes directeur de l'IPAG, grande école de management à Bac+5 à Paris et à Nice. Et alors, bonne nouvelle ces derniers temps, votre bachelor a désormais le grade de licence. Exactement, alors je précise que l'IPAG est implanté à Nice et à Paris, mais également à Abidjan, et c'est important pour la question que vous me posez, à Thionville prochainement, puisqu'effectivement nous avons obtenu le grade de licence pour notre bachelor, et l'autorisation de délivrer ce grade de licence sur Paris, dans lequel nous avons déjà installé ce bachelor, mais également Nice et Thionville prochainement. Alors, le grade de licence, c'est pas juste un titre d'État, c'est quelque chose qui assure à l'étudiant qui sera titulaire de votre bachelor de pouvoir poursuivre ses études partout ailleurs. Alors, c'est une reconnaissance effectivement très importante que délivre le ministère de l'Enseignement supérieur, qui permet à la fois d'entrer dans la vie professionnelle, de passer les concours de la fonction publique par exemple, mais qui permet aussi, et c'est pour cela que c'est très intéressant pour les étudiants, de poursuivre leurs études à l'université ou dans les grandes écoles. Alors, puisque vous avez mentionné Thionville, pourquoi est-ce que l'IPAG, qui a deux grands établissements, l'un à Paris et l'autre à Nice, va à Thionville? Alors, c'est Thionville-Luxembourg, il faut être très précis. Ce qui nous intéresse, c'est la proximité avec le Luxembourg. Alors, Nice était déjà une ville frontière, frontière avec Monaco et avec l'Italie. Thionville, c'est une ville frontière aussi avec le Luxembourg, mais pas très éloignée non plus, la Belgique et l'Allemagne. Donc, nos choix d'implantation ont toujours été des choix dans les villes frontières, dans des villes qui sont économiquement très développées, des territoires démographiquement très, très dynamiques. Et donc, ce qui nous intéresse sur Thionville, Luxembourg, c'est la proximité de la place financière luxembourgeoise avec une offre de formation que nous déclinerons progressivement autour des métiers du chiffre. On pourra imaginer, ou vous avez prévu qu'il y ait une permutation entre les trois centres, Paris, Nice, Thionville. Ça sera Alors, possible? c'est déjà le cas. Nous avons déjà des mobilités importantes entre Nice et Paris sur certaines spécialisations de master. Pour Thionville, nous allons rajouter donc une nouvelle destination. Nous l'offrirons à nos étudiants qui pourront, dans le cadre du bachelor notamment, pouvoir passer d'un campus à l'autre quand ils le souhaitent, en première, deuxième ou troisième année. Alors, l'IPAC, j'imagine que c'est le triptyque habituel des formations, bachelor à Bac+3, après le bac, programme grande école Bac+5, et des masters en spécialisation après un Bac+3. Alors aujourd'hui, un grade de licence autour d'un bachelor en 3 ans, un grade de master sur une école post-bac en 5 ans, un BBA que nous allons faire viser également dans la prochaine campagne, un BBA en 3 ans, totalement en anglais, plutôt destiné à un marché international. Parce qu'en général, le BBA, c'est pas 4 ans? Alors 4 ans, c'est le format du BBA dans la moitié du monde. L'autre moitié propose un BBA en 3 ans. Donc ça, voilà, nous avons fait le choix, avec quelques autres écoles françaises, de proposer des BBA en 3 ans. Alors fondamentalement, la différence entre le BBA en 3 ans et le bachelor en 3 ans que vous proposez, c'est quoi? C'est que l'un, les enseignements sont totalement en anglais. Alors, effectivement, le BBA dispense des enseignements totalement en anglais, avec un format plus anglo-saxon, moins de cours, davantage de temps pour préparer les enseignements, beaucoup plus de travail en bibliothèque. Donc, la pédagogie déclinée est différente entre un bachelor professionnel en 3 ans et un BBA tel que nous l'appliquons. Alors on l'a dit, vous êtes implanté historiquement donc à Paris, à Nice et bientôt à Thionville. Sur Paris, vous savez, il y a beaucoup de très belles grandes écoles de management qui proposent des cursus à Bac+3 ou Bac+5, un peu identiques aux vôtres. Fondamentalement, qu'est-ce que l'IPAC propose de différent? Alors c'est vrai que le marché parisien est très encombré, ce qui explique aussi notre souhait de nous rapprocher de certains territoires moins occupés, moins denses sur le plan d'enseignement supérieur, ce qui explique effectivement le choix de Thionville-Luxembourg et d'autres campus sur lesquels nous nous installerons prochainement, puisque dans le cadre du plan 2025-2030, nous cherchons d'autres implantations pour les 2-3 années à venir. Alors, qu'est-ce que nous faisons de différent? Alors, nous avons déjà une expérience de centre-ville qui est très importante. C'est vrai que nous sommes très nombreux sur la place parisienne, mais la plupart des écoles sont localisées en banlieue, assez loin des centres-villes. C'est vrai qu'il n'y a pas tant d'écoles parisiennes dans le centre de Paris. Alors, l'HRS nous l'a fait remarquer. Effectivement, lors de l'audit, nous étions parmi les 3 ou 4 écoles, avec le SCP évidemment, qui est une très belle comparaison, à avoir un campus de centre-ville. Et donc, nous pouvons effectivement proposer à nos étudiants une vraie expérience. D'abord, plus sécure, également beaucoup plus proche de l'animation d'un centre-ville, avec effectivement une exposition culturelle, avec une intégration beaucoup plus forte dans le territoire local, et notamment dans le 15e arrondissement, puisque nous avons dans le 15e arrondissement notre navire amiral, et des liens très étroits avec les collectivités locales, qui nous permettent effectivement de faire vivre à nos étudiants une vraie immersion en centre-ville. Ça, c'est un élément, je crois, important, sécurisant
pour nos étudiants internationaux. Voilà, ça c'est un premier point important. Vous avez beaucoup d'étudiants internationaux dans le cadre de vos cursus? Alors, nous avons environ 25% de nos étudiants qui viennent de l'international, un petit peu plus à Nice, qui est encore plus attractif que Paris. La Riviera reste extrêmement attractive. Puisqu'on a parlé d'international, est-ce qu'un étudiant en bachelor et surtout en PGE peut faire une grosse partie de son cursus international? Et est-ce que vous avez beaucoup de partenariats avec, on va dire, des universités prestigieuses ou des établissements? Alors, nos étudiants peuvent passer la moitié de leur scolarité à l'international dans le cadre du PGE, du programme Grande École en 5 ans, donc avec une obligation d'expatriation en deuxième année d'1 an, avec une possibilité de faire l'ensemble des stages à l'étranger et évidemment un départ supplémentaire en dernière année, double diplômant, auprès de nos universités partenaires. Nous en avons aujourd'hui environ 130. Tout à l'heure, on a parlé du grade de licence que vous venez d'obtenir pour le bachelor. Vous savez, il y a toute une litanie de labels, AACSB, EQUIS, EFMB, Oui. le grade, la licence. Qu'est-ce qui manque à l'IPAG aujourd'hui? Alors, avec le grade de licence et le grade de master, nous avons effectivement tout ce qu'une école de management, membre de la conférence des grandes écoles, peut obtenir comme label de qualité nationale. Nous sommes déjà titulaires de l'EFMD, donc, qui est l'ancien IPAS, délivré par cette instance européenne pour notre programme Grande École. Et nous aurons la visite dans quelques semaines de l'accréditation AACSB pour l'ensemble de l'institution. Et donc, cette nouvelle étape permettra à l'IPAG d'être reconnu de manière plus institutionnelle à l'étranger, avant d'engager la dernière et ultime étape, qui est celle de la reconnaissance par EQUIS, qui est un peu le Graal auquel les écoles françaises sont très attachées. Ce qui vous ferait éventuellement la triple couronne, dont seul, je crois, 1% des grandes écoles dans le monde. Alors, pour ce qui nous concerne, n'ayant pas de MBA senior, nous ne pouvons pas obtenir l'accréditation AMBA. Mais nous y réfléchissons. Dans le cadre justement de l'international, vous avez des partenariats quasiment sur tous les continents? Alors, on a une tradition qui est très européenne. L'histoire de l'IPAG a été une école créée dans les années 60, au moment où l'Europe s'est construite. Et donc, les premiers partenariats les plus fidèles ont été noués à cette époque-là. Aujourd'hui, nos partenariats couvrent tous les territoires, tous les continents, et permettent à nos étudiants finalement de vivre une expérience sud-américaine, africaine, asiatique, océanienne, nord-américaine. Donc l'éventail des choix est extrêmement large aujourd'hui. Dans le monde des grandes écoles, il y a 2 grands sujets qui reviennent régulièrement. Le premier sujet, c'est la diversité et l'inclusivité. Là-dessus, est-ce que l'IPAG a une politique spécifique? Alors oui, c'est la question du financement, évidemment, qui est importante, puisqu'il y a l'inclusion, évidemment, le handicap, mais là, toutes les écoles aujourd'hui, membres de la conférence des grandes écoles, ont développé énormément de ressources pour accueillir, suivre, accompagner la réussite des étudiants en situation de handicap. Mais si c'est la question financière que vous évoquez, Nicolas, les grandes écoles ont fait de gros efforts. Elles ont ouvert, au moment où on leur a demandé de le faire, leur section d'apprentissage, qui est certes une manière de professionnaliser un cursus et de garantir une bonne insertion professionnelle, mais c'est aussi un excellent outil de diversité. La C2FM récemment, dans son enquête, que vous avez probablement lue, a montré effectivement que près de la moitié des apprentis aujourd'hui n'auraient pas continué sur le cycle master sans la présence de l'apprentissage dans nos grandes écoles. Donc nous avons fait de gros efforts. L'IPAG en particulier est passé de 0 à 1/3 d'apprentis environ en quelques années en créant son propre CFA interne. Donc nous avons fait cet effort-là, très important en termes de structuration, d'accompagnement. Mais nous avons aussi développé un fonds de bourse, qui est encore insuffisant aujourd'hui, mais qui permet aussi à ceux qui ne sont pas en situation d'apprentissage, notamment en tout début de scolarité, de pouvoir bénéficier de bourses individuelles. Le deuxième grand sujet qui traverse les grandes écoles, c'est l'hybridation, qui a conduit beaucoup de grandes écoles soit à créer des doubles diplômes, soit à passer des partenariats avec des établissements tout à fait différents, que ça puisse être dans le domaine du cinéma, de la culture. Qu'en est-il pour vous? L'hybridation, c'est la réponse à la complexité du monde. Les phénomènes aujourd'hui sont des phénomènes très complexes à étudier, à résoudre. Quand on est manager, on doit résoudre des problèmes. Ces problèmes sont difficiles à saisir et un double regard, un nouveau regard permet de mieux appréhender le phénomène et ensuite d'apporter une solution. Alors évidemment, nous hybridons. Nous avons commencé il y a quelques mois, et c'est un élément du plan stratégique de l'école,
par nouer des liens avec une école de la data et de l'intelligence artificielle qui s'appelle Ivancity. Nous proposons, et c'est déjà le cas depuis le mois de janvier 2025, à chacun de nos étudiants du programme Grande École de deuxième année de pouvoir être certifiés par cette grande école. Nous avons récemment signé un accord avec l'Institut catholique de Paris et nous proposons à nos étudiants de master une nouvelle spécialisation, management et ingénierie culturelle. Donc nous apportons évidemment l'expertise du management. L'Institut catholique de Paris apporte son expertise et sa connaissance du secteur de la culture et de l'événementiel en général. L'autre tendance dans le monde des grandes écoles, c'est une tendance au rapprochement. Alors, je ne vais pas parler de fusion, mais en tout cas au rapprochement entre grandes écoles. Est-ce que l'IPAG a vocation à rester seul parce que vous parlez du plan stratégique, est-ce que l'IPAG a propension à rester seul encore sur une dizaine d'années? Alors, si seul signifie ne pas avoir de partenaire, d'alliance, la réponse est non. L'hybridation est une forme d'alliance. Nous cherchons chez des partenaires ce que nous ne pouvons proposer nous-mêmes. Donc nous co-brandons, c'est une certaine manière de co-brander nos formations. Donc ça, c'est une forme d'alliance. Si la question est, y a-t-il dans l'IPAG, à l'IPAG des velléités d'ouvrir le capital? D'abord, ce n'était pas possible puisque juridiquement, nous sommes une association loi 1901 et nous sommes ESPIG, donc un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Et en tant que tel, il n'est pas dans notre ADN, ni dans nos souhaits, dans nos projets d'ouvrir le capital. Mais à l'évidence, chercher en France, à l'étranger, des partenaires pour nous aider à nous développer, lancer de nouveaux projets, de nouvelles activités, oui, évidemment, ça c'est dans le plan stratégique 2030. Je voudrais revenir sur Thionville, que vous allez ouvrir en septembre 2025. Les étudiants que vous allez accueillir, notamment en première année du bachelor, auront vraiment la même qualité de formation que vos étudiants qui sont à Paris, avec un environnement quand même peut-être plus construit? Alors, c'est une des garanties que nous avons dû fournir au ministère lorsque nous avons été labellisés grade de licence. Quand on ouvre un grade de licence, quand on ouvre un programme sur un nouveau campus, il faut démontrer effectivement que l'encadrement est de la même qualité, que l'expérience étudiante est similaire. Alors, il y a bien évidemment des différences. Il y a déjà des différences entre la vie étudiante à Nice et la vie étudiante à Paris. Maintenant, l'encadrement, la qualité du corps professoral, le suivi et l'accompagnement des étudiants seront les mêmes que l'étudiant fasse son expérience à Paris, à Abidjan, à Nice ou à Thionville, Luxembourg. Quand vous parlez d'expérience, l'expérience étudiante, c'est quelque chose d'important. Exactement. Et notamment la vie associative en fait partie. Il y a une vie associative riche à l'IPAG? Elle est extrêmement riche. C'est une tradition dans nos grandes écoles, mais effectivement, elle est très riche parce que c'est le ferment de nos promotions. C'est ce qui permet d'accueillir des étudiants et de les fidéliser, de les intégrer, de les professionnaliser. Donc, comme toutes les grandes écoles, nous offrons les conditions idéales du développement de la vie associative. Le jeudi après-midi, les étudiants sont libres de cours et il y a des événements quasi quotidiens et qui permettent à tous les étudiants qui recherchent un engagement culturel, citoyen, économique, sportif, de pouvoir le faire. Donc, c'est un élément essentiel pour l'expérience étudiante de nos campus. Olivier Maillard, vous participez depuis de nombreuses années à des salons, à des forums où vous rencontrez les familles et les étudiants et vous voyez qu'il y a une profusion d'établissements avec des sigles auxquels les familles souvent ne comprennent rien ou pas grand-chose. Selon vous, quels sont les signes distinctifs? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est une grande école? Alors si on regarde un petit peu l'origine d'une grande école, c'est une école qui met en place de la sélection à l'entrée. C'est une école qui possède un corps professoral de qualité, qui fait de la recherche. C'est une école qui dispose de moyens d'encadrement, d'infrastructures, d'un réseau des anciens. Si vous prenez ces éléments-là, vous pouvez déjà éliminer une grande partie des écoles présentes sur le marché. Beaucoup des écoles, beaucoup d'officines aujourd'hui n'ont pas d'encadrement digne de ce nom, ou si encadrement il est assuré par des vacataires. C'est un premier élément. Mais le deuxième élément, c'est la question des labels, alors que je mets souvent en avant, parce que c'est une manière de distinguer une grande école d'une autre, notamment l'existence de grades de licence et de master. La difficulté de cette posture, c'est que les labels se multiplient. Entre grades de licence, grades de master, les accréditations nationales et internationales, le BSIS, l'ESPIG, tous ces labels-là sont difficiles à comprendre. Je pense que s'il fallait retenir
je dirais, des critères distinctifs, c'est est-ce que cette école dispose ou non d'un grade de licence ou d'un grade de master. Et c'est finalement une quarantaine d'écoles qui aujourd'hui, dans le domaine du management, proposent ce genre de label. Et quand on discute de ce label qualité qui ne cesse d'être discuté et rediscuté depuis de nombreux mois, finalement, on a la réponse sous nos yeux. Il suffit tout simplement que l'État français mette en avant ces deux labels, qu'il délivre avec parcimonie, avec rigueur, qui sont le grade de licence et le grade de master. Dans ce cas-là, le débat est réglé. Ce qui ne signifie pas que d'autres écoles n'ont pas un rôle à jouer, une place à prendre. Il ne s'agit pas de fermer un marché à des écoles qui innovent. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous signons des accords avec des écoles qui ne rentrent pas tout à fait dans ce cadre-là et qui, effectivement, grâce à cette concurrence, ont permis de proposer à nos étudiants de très beaux parcours. Olivier Maillard, merci pour cet échange. Merci Nicolas, merci beaucoup.